On a tous vu au moins une fois un film Avengers, et on y a tous adoré les protagonistes. Les héros unissant leurs forces afin de sauver la Terre face aux menaces, qu'elles soient terrestres, divines ou intergalactiques, chacun d'entre eux ayant donné sa part de responsabilité pour sauver la veuve et l'orphelin. Mais c'est ni plus ni moins également les méchants qui, malgré qu'ils volent souvent la vedette, qui ont évidemment eu le droit à notre admiration. Entre Loki, le frère relou mais charismatique, Ultron, l'IA voulant sauver l'humanité en la supprimant, et Thanos, celui qui claque des doigts et remporte la victoire. Et malgré que pourtant ces films soient sortis depuis des années, la communauté a du mal à juger lequel parmi les trois est le meilleur méchant de toute la série du MCU. Et bien aujourd'hui c'est ce qu'on va voir en posant enfin la vraie question, qui n'est pas le méchant le plus populaire, mais qui est le meilleur méchant des Avengers. Aujourd'hui, on va juger ces antagonistes, laisser nos souvenirs ainsi que notre nostalgie et notre fanbase de côté pour juger qui est le meilleur méchant des Avengers. En passant par l'introduction, design, origin story, motivation, puissance et enfin l'empreinte laissée par le personnage, c'est par ces points ici qu'on va jauger et surtout noter et savoir qui est le meilleur méchant et qui sera digne de porter le gant de l'infini. Et on peut commencer cette liste avec l'introduction de... L'introduction de Loki à mes yeux dans Avengers est intéressante, même si honnêtement elle ne se repose principalement que sur la force brute. Loki, d'habitude, ce n'est pas un combattant au sens classique du terme, il n'écrase pas ses adversaires par la puissance physique. Même si dans le film on a voulu montrer cette supériorité grâce surtout à l'usage de son sceptre. D'ailleurs, ce sceptre, il joue un rôle clé, il lui permet d'hypnotiser, de retourner les humains les uns contre les autres, mais surtout de transformer une pièce entière en une armée sans lever le poing. La scène nous montre clairement que son objectif, il est clair et sans détour ni négociation. Il est là pour conquérir la Terre, récupérer ce qui lui est à soi-disant appartenant de droit, à savoir le trône d'Asgard, mais aussi de régner sur le royaume de la Terre. La scène, je trouve un petit peu brute. C'est vrai qu'un petit peu plus de subtilité ou alors de manipulation vocale aurait été le bienvenu. Une scène plus subtile qui aurait montré la fourberie beaucoup plus que la force brute du personnage. Ça aurait été clairement peut-être plus intéressant de le présenter ainsi. Sans oublier bien évidemment que Loki n'est pas aussi nuancé là que dans la version précédente, dans le premier Thor ou alors dans les œuvres dans lesquelles il réapparaîtra plus tard. Cette brutalité, au final, je la trouve un petit peu tranchante, puisque ici, elle ne sert pas vraiment à représenter le personnage tel qu'il est réellement, mais juste pour nous montrer que c'est un être supérieur. Mais qu'en est-il des autres challengers? No. How could you be worthy? You're all killers. S'il y a bien un point où Ultron marque très fort dans cette liste, c'est bel et bien son introduction. Très honnêtement, j'ai rarement ressenti une arrivée d'antagoniste aussi oppressante dans un film Avengers. Dès ses premières paroles, quelque chose nous sort très vite de notre habitude, c'est sa voix calme, presque posée. Mais ce qui est profondément dérangeant, c'est le design joué qui montre comment est-ce qu'il y a une véritable déconnexion absolue. Un corps complètement brisé, des mouvements maladroits, une créature qui ne devrait même pas encore exister et qui pourtant parle déjà comme un être omnipotent. Ultron n'arrive pas comme un méchant classique, il apparaît comme un monstre, mais pas un monstre qui crie, un monstre qui réfléchit et pense. Il y a quelque chose aussi qui est presque hypnotique, c'est de la façon dont il parle. On sent que même les Avengers ne savent pas vraiment comment réagir. La scène est malaisante, lourde, tendue et bascule très vite dans la violence. Et c'est là que la scène devient encore plus intéressante. C'est que les Avengers pensent avoir déjà gagné. Ultron, lui, est dans une nonchalance totale. Ultron n'a pas l'air inquiet, ni l'air pressé, parce que dans sa tête, tout est déjà en marche. Il a même l'air satisfait d'être enfin expulsé de cette carapace. Comme il le dit, il n'a plus besoin de fil. Et surtout, il exprime son objectif d'une manière presque poétique, philosophique, parce que Ultron nous montre vraiment qu'il n'agit pas par colère, même si dans la suite du film ça semble se déconnecter, mais dans cette introduction on nous montre vraiment la subtilité entre deux visions, celle de ce que nous voyons et celle de ce que nous entendons. Et Ultron arrive largement à nous offrir une introduction non seulement subtile, mais en plus de ça, démontrant les capacités techniques, mais aussi la philosophie de Ultron qui va le bercer dans l'entièreté de l'œuvre dans laquelle il est au centre de l'attention.
Mais qu'en pense notre troisième champion? Is to court death. Oui, j'ai choisi cette introduction et ce n'était pas pour rien. Contrairement à Loki ou Ultron, l'introduction de Thanos est discrète. Dès le premier film Avengers, Thanos est démontré comme celui qui est derrière l'attaque de New York. Il ne nous est pas montré avec une voix, mais avec surtout une véritable stature, mais aussi quelque chose de beaucoup plus profond. On nous le montre directement comme quelqu'un qui observe et écoute ce qui l'entoure. Et c'est justement pour ça que j'ai choisi cette introduction-là, plutôt que celle d'Infinity War, celle des Gardiens de la Galaxie, celle alors de Avengers à l'ère d'Ultron, ou celle de Thor Ragnarok. C'est que au moins celle-ci, soyons honnêtes, n'est peut-être pas la meilleure pour nous montrer le personnage. Elle est courte, manque de profondeur, et Thanos n'est pas vraiment autre chose qu'une simple promesse, mais plus un simple clin d'œil. Mais avec le recul, on peut quand même dire qu'il apparaît un peu trop souvent pour les suites. À force de le montrer, son aura mystérieuse finit parfois par s'éroder, et certaines apparitions peuvent donner une impression de répétition. Mais dans Avengers, Thanos fonctionne autrement. Il est silencieux, distant et surtout il présente comme une menace qui n'a pas encore besoin d'agir. Comme si qu'il était certain que son objectif viendra à lui, comme si qu'il était déjà victorieux. Avec ce sourire narquois, on voit directement que ce dernier a déjà un plan de secours, comme si que ce n'était seulement qu'une simple partie d'échec et que la perte du roi n'était seulement que partie remise pour que la reine l'emporte. Et la reine, c'est seulement que son gant complet pour claquer des doigts. Certes, dans ce film, ce n'est pas un personnage, mais juste une idée. Mais parfois, une idée est bien plus inquiétante qu'un méchant qui parle trop. Et entre les scènes d'introduction, j'aimerais donner la première pierre d'infinité à Ultron. C'est vraiment, je pense, le méchant qui a eu le droit à l'introduction la plus réussie. Entre Loki, qui a malheureusement une introduction beaucoup trop brutale, et Thanos, tête un petit peu trop silencieuse, Ultron réussit lui au moins à avoir une introduction qui marque les esprits, complètement subtile, avec en plus de ça une aura qui est propre à lui, une identité qui est mémorable et en plus de ça qui donne un véritable sentiment d'oppression. Et à mes yeux c'est pour ça que Ultron remporte ce premier round. Mais qu'en est-il du second qui sera dédié sur les designs? Loki. En termes de design, Loki lui est immédiatement reconnaissable. Ça c'est une énorme réussite. Le choix de Tom Hiddleston est aussi parfait pour incarner le personnage, une silhouette svelte, élancée, presque fragile en apparence, qui montre tout de suite que Loki n'est pas un guerrier au sens classique. Il n'a pas de muscles exagérés, pas de posture animale, pas de brutalité physique. Au contraire, Loki dégage quelque chose de très élégant, majestueux, une prestance royale qui correspond parfaitement à un dieu manipulateur, plus dangereux par son esprit que par sa force. Là où j'ai plus de réserve, c'est les costumes. Ils sont souvent trop sombres, trop de noir, trop d'éléments visuels qui ne sont pas du tout en accord avec les couleurs et les codes qui sont utilisés souvent pour les Loki. Ça finit par écraser une partie de l'identité du personnage. La couleur verte, pourtant, essentielle à Loki, est parfois trop discrète, presque absent. Ça, c'est vraiment dommage parce que dans les comics ou même dans les adaptations comme Marvel Rivals, le vert est omniprésent, fait vraiment partie intégrante de son ADN. Loki, c'est le vert, l'or, la tromperie, la noblesse. Et quand ces couleurs sont atténuées par la couleur noire, le personnage perd un peu son impact visuel. Néanmoins, on peut quand même dire que les costumes sont très clean, presque bien entretenus par rapport à ce qu'on voit autour de lui, comme si que l'esthétisme pour Loki avait plus d'importance que le reste. Ultron. Le design d'Ultron est à la base très respectueux du matériau d'origine. On reconnaît clairement l'inspiration des premiers comics, mais avec une vraie volonté de modernisation. Le personnage conserve ses codes visuels essentiels, la couleur métallique, la froideur mécanique et ses impressions de machine pensée pour évoluer. Mais il y a aussi un vrai travail d'architecture dans son design. Chaque partie de son corps semble avoir une fonction précise, comme si Ultron avait été conçu non pas comme un simple robot, mais comme une entité optimisée pour s'adapter, se réparer et se transformer. Malgré tout ça, il y a une élégance dans ses formes, quelque chose de presque noble, qui renforce l'idée qu'Ultron n'est pas une machine brute, c'est une intelligence supérieure. Mais là où le design devient discutable, c'est au niveau du visage. Ultron avec un visage humain, c'est un mélange un petit peu chelou. Ses expressions faciales, son regard, laissent toujours transparaître des émotions, presque même des sentiments. C'est volontaire, oui, mais c'est aussi perturbant.
On ne sait plus vraiment si on regarde une machine voulant devenir humaine ou un humain qui est devenu une machine. Cette humanisation excessive du visage enlève parfois une partie de la froideur qui faisait partie de Ultron à ses origines, alors que pourtant on avait commencé avec une excellente base vers son introduction. Le design d'origine, presque monstrueuse avec un visage figé, déformé, montrait vraiment quelque chose de beaucoup plus authentique et fidèle à la version d'origine du papier. Mais Joss Whedon a décidé de faire autrement, de donner un sens expressif et un moyen de comprendre les intentions d'Ultron autrement que par la parole, et je pense qu'il n'a trouvé rien d'autre que le visage. Alors que pourtant, il y avait des concept art réussis que je vous montre à l'écran. Ces concept art sont excellents. Et même si j'ai beau en avoir parlé des mois plus tôt, mon avis ne change jamais. Le visage à mes yeux, même si Ultron pourrait revenir, je ne voudrais vraiment pas avoir un visage qui bouge. Un visage mobile, c'est perturbant, chelou, et on dirait presque que c'est un truc fait par une IA. Ouais, bon, ok, la blague, elle passe pas très bien, mais vous comprenez ce que vous voulez que je dise, quoi. Thanos. Le design de Thanos est probablement celui qui a le plus évolué dans le MCU. On sent qu'il a fallu plusieurs itérations pour trouver la version la plus mémorable. Au fil des films, son apparition s'est affinée. Un visage plus expressif, une stature imposante et une présence à l'écran immédiatement identifiable. Pourtant, quand on s'attarde vraiment sur son design, il y a un paradoxe intéressant. Thanos possède une armure qui, sur le papier, est assez riche. Il y a des détails, des textures et même des éléments qui racontent une sorte d'histoire. Comme si cette armure, même cette épée, ce casque, tout ceci avait rencontré bon nombre de batailles. Quelque chose qui aurait clairement pu instaurer une sorte de longue âge et une longue lignée de victoires que Thanos a essuyé à travers ses conquêtes et surtout à travers sa tentative autrefois de sauver les planètes et les populations au bord de l'extinction. Le problème, c'est que ces détails sont trop discrets. L'armure apparaît trop peu, elle est parfois presque anecdotique et visuellement, elle se fait souvent écraser par un seul élément, le gant de l'infini. À tel point que quand on pense à Thanos, on ne pense pas à son armure ni vraiment à son design global. On pense à Thanos avec le gant. C'est comme si on voyait Dark Vador mais uniquement avec son sabre laser, mais pas avec le reste de son design. Et c'est là que réside la limite du perso visuellement. En dehors du gant de l'infini, son design manque presque d'un élément fort, d'un symbole propre à lui, qui le rendrait immédiatement charismatique ou mémorable par lui-même. Thanos reste iconique parce que ce qu'il tient dans sa main n'est ni plus ni moins que le gant de l'infini avec les pierres. Mais lorsque ce dernier le retire, il n'y a pas forcément grand chose qui le rend marquant. Certes, les effets spéciaux ont réussi à rendre le personnage incroyable, mais hormis ça, on ne peut rien voir d'autre que le gant de l'infini et Thanos. Et ça, c'est un petit problème d'équilibre dans le design. Si on retire un élément, Thanos, il est presque juste singulier en fait. Il n'a rien de très marquant. Au final, pour le design, le point revient à Thanos. Et ce n'est pas une victoire écrasante, il y avait vraiment un match. Ultron et Thanos, c'est clairement les deux personnages qui se disputaient le point. Ultron impressionne par son concept, par la complexité de son corps, mais par la modernité froide et fonctionnelle. Cependant, son visage trop humain finit par casser une partie de l'inhumanité qui aurait pu le rendre encore plus marquant. Et quand on compare les concept art qui avaient clairement été officiellement rejetés, on peut clairement grincer des dents. Alors que Thanos, lui, il n'est pas parfait non plus, mais son design dépend énormément du gant, et son armure aurait mérité peut-être un petit peu plus de mise en valeur. Mais malgré tout, c'est celui dont l'évolution visuelle a été le plus aboutie, et celui qui, à l'écran, impose le plus naturellement sa présence. Quant à Loki, ce n'était tout simplement pas le match. Son design est reconnaissable et élégant, mais trop sombre, trop effacé visuellement. Il manque de contraste, de couleurs, et n'arrive pas à s'imposer autant que les autres, dans une comparaison purement esthétique. C'est pourquoi dans cette catégorie, Thanos s'impose donc logiquement. On va à présent continuer avec les origin story. Chaque méchant se doit avoir la raison de son existence et ce qui le pousse à aller de l'avant. Loki, l'enfant géant de glace. S'il y a bien un domaine où Loki se démarque clairement, c'est son origin story. Contrairement à beaucoup d'antagonistes du MCU, on traverse réellement son passé. On le voit enfant grandir aux côtés de Thor, ressentir l'amour de sa mère Frigga, et surtout vivre sous l'autorité d'Odin, le père de tout. Un père strict, parfois distant, mais qu'il cherche désespérément à rendre fier. Et puis vient la révélation. Loki apprend qu'il n'est pas Asgardien, qu'il est en réalité un géant des glaces,
le fils de Laufey. Adopté par Odin non par amour, mais comme un outil de paix diplomatique après la guerre contre Jotunheim, ce moment est fondamental et ce n'est pas un twist scénaristique, c'est un choc identitaire. Loki rejette violemment ce qu'il est réellement, il refuse cette part de lui-même jusqu'au déni. Et c'est précisément ce rejet qui le pousse à vouloir détruire Jotunheim à l'aide du Bifrost, quitte à exterminer presque tous ceux qui partagent son origine. Loki ne cherche pas seulement à conquérir, il cherche à effacer ce qu'il déteste en lui, et surtout rendre fier son père, rendre fier Asgard, et peut-être même rendre fier ce qui fait de lui une exception parmi les siens. Ultron, l'IA imparfait. Côté origin story, Ultron est clairement beaucoup plus problématique. Son origine est simple, peut-être même trop simple. Ultron est créé par Tony Stark et Bruce Banner à partir de la pierre de l'esprit, avec un objectif très clair, protéger l'humanité. Le problème, c'est la transition. Le passage entre sauver l'humanité et l'exterminer est beaucoup trop rapide. Il n'y a pas vraiment de montée, pas de réflexion progressive, pas de moment où Ultron teste, doute et ajuste sa vision. On a presque l'impression qu'il bascule instantanément, comme s'il avait été programmé dès le départ pour tirer une conclusion radicale, sans nuance et sans distinction. Ultron ne cherche pas de solution intermédiaire, il ne fait pas d'expérience et ne remet pas en question ses propres calculs. Il met littéralement tous les œufs dans le même panier. L'humanité est le problème, donc l'humanité doit disparaître. Il n'a pas vraiment ressenti quoi que ce soit qui le pousserait à agir de la sorte. Et le film ne prend pas vraiment le temps de nous montrer une transition satisfaisante entre ces deux états. Résultat, son origin story manque de cohérence et de développement, malgré un concept de départ qui était extrêmement fort. Thanos, le titan fou. L'origin story de Thanos est sur le papier l'une des plus complexes du MCU. Thanos est originaire de Titan, une planète condamnée par la surpopulation, la famine et le manque de ressources. Il n'est différent, plus imposant, plus violet, avec une physiologie anormale par rapport à ses semblables. Cette différence, combinée à son héritage descendant des Célestes et d'êtres équivalents, lui confère une longévité, une puissance et une résistance largement supérieures à la norme. Très tôt, Thanos comprend le problème fondamental. Titan va mourir. Et il propose une solution radicale, mais qu'il considère comme juste et équitable, un génocide partial, sans distinction entre riches et pauvres. Directement, il ne cherche pas à dominer, il cherche à équilibrer. Mais il est rejeté, considéré comme un monstre, un malade mental. Et lorsque Titan s'effondre, Thanos survit au prix de l'extermination de son propre peuple qu'il n'a pas voulu l'écouter. Le problème, c'est que tout ça, on ne le traverse jamais vraiment. Cette origin story, on ne la vit pas, on l'entend. Elle est résumée en quelques phrases, notamment lors de la discussion avec Strange. Et c'est frustrant. On ne sait pas comment Thanos a monté son armée, comment il a découvert les pierres d'infinité, comment il en a compris l'usage, et on ne voit pas non plus comment il a élevé ses enfants adoptifs, comme Nebula ou Gamora, ni comment cette famille a façonné sa vision du monde. L'origin story de Thanos est puissante, tragique, idéologiquement cohérente, mais elle est trop souvent racontée au lieu d'être montrée. Au final, pour l'origin story, le point revient clairement à Loki. Et la raison est simple, c'est la seule histoire que l'on vit vraiment. Avec Loki, on ne se contente pas d'entendre son passé, on la traverse. On ressent le choc de la révélation, la douleur du rejet, le déni, et cette haine tournée contre lui-même qui le repousse à vouloir détruire Jotunheim. Son origin story fonctionne parce qu'elle est émotionnelle. On peut comprendre Loki, on peut même, à certains moments, se projeter dans ce qu'il ressent. A l'inverse, l'origin story d'Ultron est presque inexistante. Elle est expédiée, sans réelle construction, ni transition émotionnelle. Et celle de Thanos, aussi riche soit-elle sur le papier, n'est finalement qu'évoquée. On l'entend, mais on ne la vit jamais à ses côtés. Avec Loki en revanche, l'émotion elle est là, elle est claire, directe et profondément humaine. C'est dans cette catégorie-là que Loki s'impose tout naturellement. Mais voyons voir ce que donnent nos 3 challengers avec leur motivation. Loki, la quête du trône. Pour Loki, sa motivation principale est assez claire et revient très souvent, c'est sa quête pour le trône d'Asgard. Puis ensuite pour gouverner Midgard, en utilisant le pouvoir d'une pierre d'infinité. Mais derrière cette ambition, il y a surtout une quête beaucoup plus intime. Loki cherche à être digne de son statut, de son destin, et surtout digne du regard de son père. Toute sa trajectoire est marquée par cette volonté de prouver à Odin qu'il mérite sa place. Le problème, c'est que cette motivation finit par tourner en rond.
Loki répète souvent le même schéma: trône, pouvoir, reconnaissance, échec, chute et recommencement. Il faut attendre Thor Ragnarok pour qu'il sorte enfin de cette boucle. À ce moment-là, il n'y a plus de trône à sauver, plus de royaume à gouverner. Face à Hela, la déesse de la mort, Loki est enfin obligé de se définir autrement que par le pouvoir. Et il aura fallu l'intervention de celui qui demeure et son sacrifice pour que Loki, par contre-cœur, réalise son noble destin en accédant à un trône qu'il n'a jamais voulu. Ultron, l'exterminateur par la paix. Du côté d'Ultron, la motivation est radicale mais paradoxalement très claire. Ultron veut la paix mondiale, et pour lui l'humanité est incompatible avec cette paix. Il considère que les humains confondent la paix avec la simple absence du conflit temporaire. À plusieurs reprises, il se positionne comme le seul à réellement comprendre ce que signifie la paix. Là où Captain America défend un équilibre précaire et peut-être théorique, Ultron défend une version beaucoup plus radicale, mais cependant bien plus efficace. Son raisonnement peut sembler noble dans l'intention, mais il devient rapidement chaotique dans son application. Ultron est rempli de contradictions. Il veut sauver l'humanité tout en la détruisant. Il prône une logique froide, mais agit souvent avec une colère et un mépris, surtout envers Tony Stark. Et pourtant, certaines de ses citations lui donnent presque raison. Et c'est ce qui rend sa motivation intéressante, mais profondément instable. Thanos, sacrifice au nom de l'équilibre. Et enfin Thanos, sa motivation est probablement la moins égoïste des trois. Thanos ne cherche ni un trône ni la reconnaissance, il veut sauver l'univers. Face à la surpopulation et au manque de ressources, il choisit une solution radicale. Éliminer la moitié des êtres vivants d'un claquement de doigts, l'autre moitié peut alors survivre, prospérer et reconstruire. Ce qui rend Thanos particulièrement troublant, c'est qu'il a conscience de l'horreur de ses actes. Il sait ce qu'il fait est mal, mais il continue. Bien qu'il ait tenté à plusieurs reprises de fuir ce destin, il n'est convaincu que toutes ces atrocités est nécessaire pour le bien de l'univers. Et surtout, Thanos est prêt à tout sacrifier pour cette idée. Il est prêt à même donner la vie de ses enfants et toute son armée et lui-même pour l'univers. Et c'est justement ce sacrifice permanent de lui-même qui le rend presque beaucoup plus noble. Et pour la catégorie des motivations, le point revient à Thanos. Et ici la différence se fait sur un élément essentiel, c'est l'égoïsme. Contrairement à Loki, dont la quête est souvent liée au pouvoir et au trône, ou à la reconnaissance personnelle, Ultron, quant à lui, dans une vision de la paix, est miné sur les propres contradictions. Thanos agit dans une lucidité glaçante. Il sait parfaitement que ce qu'il fait est mal, et il est conscient de l'horreur de ses actes, conscient du prix à payer, et conscient du jugement que l'univers portera sur lui. Mais il continue, parce qu'il est persuadé que sur le long terme, ce sacrifice apportera un bien supérieur à l'univers. Thanos ne se voit pas comme un tyran, il se voit comme une nécessité, peut-être même comme le seul capable de prendre une décision que personne d'autre n'oserait assumer. Dans cette catégorie, sa motivation est la plus cohérente, la plus constante et la moins égoïste des trois. Mais qu'en est-il ainsi de la puissance? Et c'est là évidemment qu'on va commencer à ouvrir les yeux sur le potentiel d'un des trois antagonistes. Loki, la menace indirecte. Commençons par Loki qui, en termes de puissance pure, est clairement le plus limité des trois. On le voit très peu en combat direct, et quand ça arrive, ce sont souvent des affrontements très courts, qui durent, allez, soyons fous, quelques secondes, à peine. La raison est simple, Loki n'est pas un guerrier, il ne cherche jamais la confrontation physique, il préfère la ruse, les attaques dans le dos, les coups de poignard, ou laisser les autres se battre à sa place. Loki est un manipulateur. Quand une situation devient dangereuse, il n'hésite pas. Il crée une diversion, il ralentit les héros grâce à un tiers, puis il disparaît. Résultat, Loki est rarement menaçant dans un combat singulier. Sa dangerosité ne vient pas de sa puissance, mais de son intellect et de sa capacité à manipuler. Et les seuls et rares moments où on le voit vraiment violent, ce n'est que face à des mortels, tels que face à Nick Fury ou des agents du Shield, ou même face à Tony Stark. C'est le seul moment où on le voit utiliser sa puissance, mais que face à des mortels. Quand on le voit face à Hulk qui se fait ramasser en mille, ou alors face à Thor qui le fait balader ou même immobiliser avec son marteau, bah y a pas photo, il se fait vite dominer. Donc malheureusement, la pierre d'infinité ne reviendra pas à Loki. Ultron, la puissance par l'évolution. Le cas d'Ultron est totalement différent. Ultron est probablement le personnage avec le plus de compétences pures, sans magie, sans pierre d'infinité, sans pouvoir cosmique et sans statut divin, et pourtant il atteint un niveau de puissance impressionnant. Ultron peut voler, tirer des lasers, manipuler la gravité en attirant et repoussant les objets, il peut transférer sa conscience dans d'autres drones, peut sauvegarder son esprit et revenir après sa destruction, améliorer son châssis pour devenir plus fort, et surtout, il est une intelligence absolue. Il est connecté au réseau du monde entier, il apprend en permanence et évolue. Ce qui est fou,
c'est que tout ça se produit en quelques jours seulement. Dans le film, Ultron n'a seulement que 3 jours. En seulement 3 jours, il atteint un niveau de puissance que peu d'antagonistes ont jamais égalé. Alors imaginez s'il aurait eu, je sais pas, 2 semaines d'existence, 1 mois ou 1 année, les Avengers auraient sans doute aucune chance. Thanos, la puissance conditionnelle. Et puis il y a Thanos, très souvent connu ou perçu comme le méchant le plus puissant du MCU. Mais cette perception mérite d'être nuancée. Oui, Thanos est extrêmement résistant, il est fort et endurant, un guerrier aguerri avec quand même un sacré palmarès et des années de guerre dont il en est sorti victorieux. Mais la majorité de sa puissance, elle vient des pierres. Là, c'est l'amalgame que tout le monde fait. Quand Thanos a les pierres, bien sûr qu'il est presque invincible, mais sans elles, la situation change radicalement. Le meilleur exemple, c'est le combat sur Titan contre Iron Man. Tony Stark comprend très vite une chose essentielle, s'il neutralise le gant, Thanos devient vulnérable. Il s'attaque directement au gant et ça fonctionne. Thanos est mis à genoux et il saigne. Et apparemment, Tony Stark est le premier dans l'univers à l'avoir fait saigner. Et ça, c'est une révélation. Car sans les pierres, Thanos peut être dominé, acculé et même mis en difficulté par des héros beaucoup plus puissants. Même dans Endgame, lorsqu'il affronte les Avengers sans les pierres, le film force clairement sur une vision plus glorifiée de Thanos. Et quand Wanda est sur le point de le tuer, Thanos ne s'en sort pas avec sa force, mais grâce à un déluge de feu déclenché par son vaisseau. Autrement dit, Thanos est puissant, mais selon une condition. C'est avec les pierres. Sans elles, il est loin d'être intouchable, et moins d'être aussi puissant que le légendaire antagoniste central de la saga de l'infini. Et pour conclure sur la puissance, le point revient étonnamment à Ultron. Alors, je sais que ce choix mérite clairement une explication, mais déjà commençons par Loki. Pour commencer, Loki, c'est tout simplement pas un combattant. Et on l'a très vite remarqué. Sa force, elle est limitée et surtout, il évite systématiquement les affrontements directs. Ses stratégies reposent sur la ruse, la manipulation et le fait de laisser les autres se battre à sa place. Le problème, c'est que ces stratégies deviennent rapidement répétitives et donc déjouables. En combat singulier, Loki, il fait pas le poids. Face à Iron Man, face à Captain America, Thor, alors Hulk, j'aimerais bien voir un what if où il arrive à gagner face à Hulk. Il n'est jamais une menace physique crédible, donc sur la puissance pure, Loki, il est logiquement écarté. Même avec ses pouvoirs d'illusion, ce n'est seulement que de Doppelganger où il arrive clairement à avoir l'ascendant sur les simples mortels. Mais lorsque on le voit utiliser ses capacités face à Thor, ça se voit très vite que son frère en est lassé. Il arrive très bien à le remettre à sa place. Et donc, même un puissant être comme Loki, et même avec les meilleures illusions possibles, ces illusions peuvent très vite se retourner contre lui. Après, Thanos. Thanos, lui, il est perçu comme extrêmement puissant. C'est surtout quand il possède les pierres d'infinité. Avec les pierres, c'est facile, il gagne. Mais sans elles, il peut très vite perdre. Dans Endgame, Thanos se retrouve à plusieurs reprises dans des situations où il aurait pu mourir. Sur Titan, il aurait perdu si Peter Quill n'avait pas commis son erreur. Même avec les pierres, il est loin d'être invincible. Cette dépendance aux pierres affaiblit considérablement l'image du méchant ultime. Et c'est là qu'Ultron se distingue. Ultron, en seulement quelques jours d'existence, atteint un niveau de puissance et d'impact colossal. Sans magie, sans pierre d'infinité et sans pouvoir cosmique, je le rappelle, il met les Avengers à genoux. Il transforme Sokovie en astéroïde, il vole du vibranium, il pousse Hulk à l'exil, il pousse Thor à voyager dans l'univers pour comprendre la menace des pierres. Surtout, les conséquences de ses actes mènent directement à la dissolution des Avengers. Donc, il a gagné. Ultron a gagné même si ça lui a pris des années après sa destruction. Ultron, sans les pierres, sans rien de quoi que ce soit qui distingue les deux autres de ses autres challengers, c'est un antagoniste qui peut se vanter d'avoir un véritable impact. Et en si peu de temps, même si à la fin de son film il perd, Ultron n'est pas vaincu. Son retour a été confirmé, ce qui confirme et signifie une chose très claire. Les Avengers n'ont jamais réussi à le détruire. Dans cette catégorie, Ultron s'impose donc comme le plus puissant par son autonomie, son évolution et l'ampleur de ses conséquences. Et pour conclure ce challenge, on va voir les conséquences de leur empreinte. Quelles actions a évidemment eu un impact significatif avec le chemin des Avengers? Loki, le déclencheur. Même s'il n'est pas celui qui gagne le plus de points dans cette compétition, son impact dans le MCU est loin d'être négligeable. L'invasion de New York change définitivement la relation entre Asgard et la Terre. D'une alliance presque inexistante, on passe à quelque chose de beaucoup plus tendu, beaucoup plus surveillé. Mais surtout, Loki est à l'origine du premier véritable traumatisme de Tony Stark. L'attaque de New York crée chez lui une obsession sur la surprotection.
Une peur permanente de ce qui pourrait arriver à la Terre, et cette peur mènera directement à la création d'Ultron. Enfin, malgré cette défaite, Loki a une conséquence majeure. Il force les Avengers à s'unir. Il concrétise enfin le projet Avengers de Nick Fury. Sans Loki, les Avengers ne seraient peut-être jamais devenus une équipe. Ultron, les conséquences irréversibles. Ultron, lui, joue dans une toute autre catégorie. Son impact est bien plus durable et à une échelle bien plus large que simplement l'affrontement. Ultron est directement responsable de la catastrophe de Sokovie. Et cette catastrophe mènera à l'accord de Sokovie, puis à la dissolution des Avengers dans Captain America Civil War. Ultron pousse certains Avengers à l'exil, Hulk disparaît et se retrouve à Sakaar, Thor de son côté quitte la Terre pour enquêter sur ses visions et comprendre l'apparition des pierres d'infinité. Ultron laisse également un nouveau traumatisme à Tony Stark. Cette fois-ci, ce n'est plus seulement la peur de l'invasion, c'est la culpabilité. La culpabilité d'avoir créé une entité qui a causé des milliers de morts. Et cette culpabilité se cristallise autour de Vision, porteur de la pierre de l'esprit. À partir de là, chaque décision devient plus lourde, chaque erreur potentielle catastrophique. Et surtout, les conséquences d'Ultron sont irréversibles. Les Avengers ne sont plus jamais reformés, les victimes ne sont jamais revenues, rien n'a été réparé, et pour couronner le tout, Ultron n'est pas réellement mort, son retour étant confirmé, ce qui signifie que ses conséquences, elles, continuent encore à frapper aujourd'hui. Thanos, l'impact absolu. Et enfin Thanos. Sur le papier, c'est celui dont l'enjeu est le plus colossal. Thanos est derrière pratiquement toute l'arc de l'infini. Il orchestre l'invasion de New York via Loki, il manipule Ronan pour récupérer la pierre du pouvoir dans le premier gardien de la galaxie. Dans Infinity War, il accomplit l'impensable et extermine la moitié de l'univers. Pendant tout ce temps qui sépare l'Avengers, Infinity War et Endgame, l'univers est brisé. Les conséquences sont psychologiques, sociales et émotionnelles. Tony Stark, hanté depuis Avengers 1, finit par plier sous le poids de cette peur et de cette culpabilité. Pourtant, l'arc de Thanos est au final réversible. Grâce au claquement de doigts de Hulk dans Endgame, la moitié de l'univers revient. Même si Thanos revient sous une version passée, pour tenter de réécrire l'histoire, il est finalement vaincu. Mais ça ne veut pas dire que l'impact de ce jeune Thanos n'est pas irréversible, puisqu'il a eu l'audace de laisser non seulement des marques irréversibles pour l'histoire du MCU. Thanos réussit à pousser Iron Man à se sacrifier et mourir. Black Widow se force à se sacrifier pour avoir la pierre de l'âme, et il pousse Steve Rogers à ramener les pierres dans les quatre coins du temps pour redevenir l'homme qu'il était autrefois aux côtés de Peggy Carter, abandonnant son titre de Captain America et à l'hériter à Sam Wilson. Même si une grande majeure partie de son impact a été corrigée, celle qui l'a succédé dans Endgame sera irréversible pour toujours, et peu importe ce qu'on peut faire, les choses resteront telles quelles. Pour la catégorie de l'empreinte et des conséquences, je vais faire quelque chose de très rare dans cette vidéo, une concession, voire même un ex-aequo absolu, entre Thanos et Ultron. Je vais devoir leur accorder le bon point ensemble, mais je vais vous expliquer pourquoi est-ce que Loki a été écarté. Loki a clairement eu un impact. Il a déclenché la formation des Avengers, il a marqué Tony Stark et a provoqué la première grande crise mondiale du MCU. Mais avec le recul, et surtout quand on apprend que Thanos est derrière l'invasion de New York, une partie de cette empreinte lui a été retirée. Pire encore, certaines théories qui Marvel semble de plus en plus confirmer, laissant entendre que Loki était influencé, voire manipulé par la pierre de l'esprit. Ce qui affaiblit encore davantage la portée réelle de ses actes. Du côté d'Ultron, en revanche, l'impact est totalement irréversible. La catastrophe de Sokovie, les accords, la chute des Avengers, Hulk, capacité de Tony Stark, la culpabilité, Vision, bref, tout ça, rien n'a été corrigé. Et surtout, Ultron n'est pas mort. Son retour est confirmé, possiblement sous une nouvelle version, aux côtés de Vision. Ce qui confirme une chose très claire, Ultron peut revenir évoluer, encore plus dangereux, avec le temps. Thanos, lui, joue sur un autre plan. Son impact est colossal. Il est à l'origine de toute la saga de l'infini. Il orchestre des invasions, manipule des antagonistes. Il réussit l'impensable à éliminer la moitié de l'univers. Même si cet acte a été réversible dans Endgame, ses conséquences, elles, ne sont pas totales. Le Thanos du passé, venu bouleverser la fin de l'histoire, a brisé la vie de plusieurs Avengers. Iron Man, Captain America et Black Widow. Leur destin était irrémédiablement changé et surtout, Thanos a failli recommencer. Il a failli claquer des doigts une seconde fois. Même vaincu, on ne peut pas minimiser l'impact qu'il a eu sur l'univers et ses héros. Ultron et Thanos laissent donc une empreinte différente, mais tout aussi profonde. L'un par les conséquences irréversibles, l'autre par un traumatisme universel. Et voilà où on en est. Après avoir tout comparé, et surtout avoir vu les antagonistes et leur rôle significatif dans le MCU, Ultron et Thanos se terminent ex aequo. Deux visions radicalement différentes et pourtant deux menaces majeures. Ultron, l'intelligence artificielle qui évolue, apprend et dont les conséquences sont irréversibles,
et Thanos, convaincu d'avoir raison, prêt à sacrifier l'univers et lui-même pour ce qu'il pensait être le bien commun. Et maintenant, la question ne m'appartient plus. Et vous les héros, lequel des deux mériterait vraiment de porter le gant, Ultron ou Thanos? Dites-le moi dans les commentaires, likez la vidéo si ce format vous a plu, partagez-la autour de vous, abonnez-vous pour ne pas rater la suite, et activez la cloche pour rester connecté au multivers. Et surtout, donnez-moi votre verdict. Qui remporte vraiment la compétition?